Et on commence effectivement par les suites de ce drame de Crépol qui avait coûté la vie, on s'en souvient, à Thomas, 16 ans. Il ne faut pas l'oublier tout de même, c'est ça le point de départ de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française. Et ces manifestations qui étaient prévues demain, manifestations de l'ultra-droite, dont on a appris qu'elles étaient, ça y est, c'est officiel, interdites. Oui, pour la seule journée de demain, il devait y avoir plusieurs rassemblements à l'initiative de groupuscules d'ultra-droite à Paris, Bordeaux et Nice. Mais à chaque fois, des arrêtés préfectoraux ont été pris pour risque de troubles à l'ordre public. À Paris, le groupuscule qui était à l'origine de ce rassemblement, qui est l'un des héritiers de Génération Identitaire, a déposé un référé liberté pour contester l'interdiction. La décision de justice est attendue demain matin, on la suivra attentivement. En tout cas, ce qu'on voit, Mathieu Vallée, c'est que quand même, malgré tout, on est quasiment 2 semaines après la mort de Thomas. Et cela continue à engendrer des réactions, et notamment des réactions de l'ultra-droite. Je veux dire, qu'on les interdise ou pas, ces appels à se rassembler de l'ultra-droite se multiplient. Oui, les services de renseignement documentent et suivent les groupes d'ultra-droite, comme les groupes d'ultra-gauche ou d'ultra-jaune. De toute manière, quand c'est ultra, c'est néfaste et dangereux pour notre démocratie. Et effectivement, il y a des arrêtés d'interdiction. C'est pour ça que la police et la gendarmerie travaillent activement sur ce sujet. Et d'une certaine manière, il y a des dissolutions qui sont occasionné et provoqué par le ministère de l'Intérieur sur ces groupuscules d'ultra-droite qu'on aimerait aussi pour les groupuscules d'ultra-gauche. Les soulèvements de la Terre, par exemple, avaient été annulés par le Conseil d'État. Je pense que c'est une décision qui met en péril notre démocratie, puisque à chaque rassemblement que les policiers ont constaté, il y a eu des violences. Et effectivement, on lutte contre l'ultra-droite comme on aimerait qu'on lutte contre l'ultra-gauche, puisque l'ultra-droite est taxée de la haine de l'étranger, l'ultra-gauche la haine du policier. Et vous savez que par exemple, le 23 mars 2023, à Paris, on avait Loïc, ce policier de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, qui avait reçu un pavé d'un individu proche de la mouvance de l'ultra-gauche et qui avait pris 30 jours d'ITT et dont l'agresseur avait été identifié et interpellé par la police judiciaire et dont malheureusement l'agresseur par la justice avait pris 3 mois ferme et 6 mois avec sursis avec une interdiction de détenir une arme qui en l'occurrence était un pavé. L'interdiction de participer à une manifestation n'était même pas prononcée par le tribunal. Comment voulez-vous qu'on protège les honnêtes gens dans les manifestations, quel que soit l'ultra qui est détecté, si on n'a pas une justice implacable et ferme envers les agresseurs de policiers. Je rappelle qu'aujourd'hui, je termine, une victime. Comment vous avez sur vu que 4, je voulais vous interrompre? je vous ai vu, c'est pour ça. Une victime sur 4 d'agression physique est un policier. Donc aujourd'hui, ce que les Français demandent, c'est de la justice pour ceux qui les protègent, mais aussi pour eux-mêmes, parce que les Français ont peur qu'au détour d'une soirée, d'une rue, d'un croisement d'un individu qui, dans la tête, leur remet pas, ils puissent prendre un coup de couteau, un coup sauvage qui intente à leur vie, qui font qu'ils rentreront pas le soir ou le matin chez eux. Je voulais vous interrompre, et ça fera évidemment réagir Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Est-ce que finalement, sous la présidence d'Emmanuel Macron, depuis maintenant 6 ans, on en est un peu plus d'1 an après du 2e mandat, est-ce que les policiers n'ont jamais autant travaillé depuis 6 ans? Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations et autant de boulot? C'est une question que je me posais en vous écoutant. Ah bah avant, les policiers travaillaient. Le problème, oui, c'est que... pas qu'ils ne travaillaient pas. Ça, j'ai bien compris. C'est pas ce que je dis. Je veux dire, est-ce qu'on n'a jamais vu autant de manifestations ou est-ce que c'est une impression depuis 6 ans? Oui, il y a une période sous l'ère... Je pense aux Gilets jaunes, oui, évidemment, pendant le premier mandat. Je pense aux émeutes, effectivement, juste avant l'été. Alors, il y a plusieurs sujets différents. D'abord, on est une société qui compte pas plus de délinquants, mais des délinquants qui sont de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. C'est ça la réalité auquel sont confrontés quotidiennement les policiers. Ensuite, vous avez raison, dans les manifestations aujourd'hui sociales, vous parlez des mouvements des Gilets jaunes, mais on peut parler du mouvement contre la réforme des retraites, on peut parler contre la loi sécurité globale. J'ai pas fait toute la liste, mais c'est effectivement une impression globale d'un seul coup qui m'est venue en vous écoutant. Il y a aujourd'hui un problème démocratique dans notre pays. Je rappelle qu'un Français sur 2 ne va pas voter lors des élections intermédiaires ou lors des élections nationales. Et donc, ce qui doit nous inquiéter aujourd'hui, c'est que la rue s'exprime là où elle a l'impression qu'elle est plus entendue dans les urnes. Alors, et donc, on a des policiers, des gendarmes aujourd'hui qui sont le réceptacle de cette, visiblement, de cette non-entendance du pouvoir par rapport à ce qu'exprime la rue. La réflexion vous fait forcément... raison d'ailleurs, c'est tout simplement le fameux en même temps gauche-droite d'Emmanuel Macron, parce que d'un seul coup, il y a 2 oppositions. Avant, il n'y avait qu'une opposition. Quand il y avait un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, vous aviez une opposition de droite, une opposition de gauche. Maintenant, il y a en fait 2 oppositions, l'extrême gauche et l'extrême droite. Non, je ne pense pas qu'il faille catégoriser ces oppositions comme ça quand on parle du mouvement des Gilets jaunes ou quand on parle des manifestations d'ultra-droite. Ce sont des oppositions asymétriques. Je remarque simplement sur votre question adressée à Mathieu Vallée qu'il y a plus de policiers
qu'il y a plus de gendarmes. Parce qu'on en avait perdu, on en avait fait partir sous les quinquennats précédents. Et là, je remarque simplement d'une chose, pour ceux qui nous disent qu'on ne fait rien d'un point de vue sécurité, il y a 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ça, c'est le bilan du premier quinquennat Macron et du second, parce qu'on continue à former ces policiers et gendarmes. Il y a 200 brigades de gendarmerie en plus dans les territoires ruraux. Ça, c'est un bilan. Après, la manière dont on gère ensuite les manifestations de colère, on ne fait pas de différence, de distinction. Et par ailleurs, c'est pas forcément le politique qui décide d'interdire telle ou telle manifestation, c'est la justice. Et la justice, là aussi, elle a vu ses moyens augmenter. Quand on parle du drame de Crépol, et on est tous marqués, moi je suis père de 2 petites filles, on imagine forcément le bal en province, chez mes parents, près de Perpignan, aller dans ce bal, et on imagine cette scène affreuse, terrible, horrible. Et on se dit que la justice, malgré tout, elle fonctionne. Elle n'est pas laxiste. Il y a des mises en examen. Il y a des gens en détention provisoire, pardon. Donc la justice fonctionne. Après, est-ce que c'est suffisant ? Et là, on tombe dans le procès qui nous est fait, notamment par le Rassemblement national. On est dans une crise de l'efficacité. Partout en Europe et aussi ici en France. Les gens disaient Gérard Collomb, dont on se revendique beaucoup aujourd'hui, quand il voit des résultats, il vote pour vous. Quand il ne voit plus de résultats, il ne vote plus pour vous. Et quand j'entends le Rassemblement national se revendiquer des propos de Gérard Collomb quand ils disent bah voilà la prophétie de Gérard Collomb aujourd'hui face à face. Mais face à face ça induit pas qu'on préfère un camp face à l'autre. On le déplore que ces deux camps se fassent. Il n'y a pas que le Rassemblement national surtout, hein. C'est ce qu'on verra dans le sondage de Bernard Sananès. Les Français aussi reprennent cette formule. La prophétie de Gérard Collomb, bien sûr, moi je la valide. Quand il disait je crains que nous vivions dans quelques années face à face. Mais ça induit chez certains opposants qui instrumentalisent ces propos qu'un camp serait mieux qu'un autre. Alice, parfois il y a raison, ça fait référence au sondage et on va y venir dans un instant. Mais d'abord, un petit tour de table avec nos équipiers. Et on disait déjà les choses. Je commence d'abord par Bérénice Levé parce que je l'ai vu lever les yeux au ciel et sourire en vous écoutant. Non mais parce que, si vous voulez, aussi longtemps que l'on aura des discours comme cela venant de nos gouvernants, vous donnez du grain à moudre parce que à vous entendre, tout va très bien. Mais si crise de l'efficacité. Crise de l'efficacité. Oui, mais ça, j'ai dit que nous vivions une crise. Vous nous dites plus de policiers. Je veux bien. La justice fonctionne très bien. Je veux bien, mais vous banalisez des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, les Français nous disaient il n'y a pas assez de policiers, on met des policiers. Si vous nous dites les résultats qu'il n'y avait pas assez de moyens pour la justice, on rajoute des moyens. Les Français n'entendent bien qu'une chose. On la laisse parler, Bérénice. Vous voulez quoi ? Aussi longtemps que vous nous direz que finalement vous faites absolument le nécessaire, vous êtes obligé vous travestissez mes propos. Vous encouragez l'idée que vous dites inefficacité, impuissance, et s'il y a impuissance, effectivement... J'ai dit qu'il faut plus de résultats. Non, vous n'avez pas dit impuissance. J'ai dit qu'il faut plus de résultats. Vous auriez dû, voilà ce que vous dit Bérénice. Mais à un moment donné, vous recrutez 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Bon, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut les former. Mais Mathieu Vallée d'ailleurs valide. Quand on fait ce choix politique, cette décision politique... Vous me permettez de parler un instant ? J'ai tendance à vraiment être agacé, comme vous l'êtes, par ce que je dis, quand on dit des vérités, des contre-vérités. Attendez, le problème, c'est pas de prendre telle question, la justice... là on parle de sécurité de justice. Mais vous me laissez finir, mon sang. Mais non, mais je peux pas... Ça c'est vrai, elle a raison. Je vais défendre notre équipière là, parce que... Mais attendez, moi le problème, c'est que, si vous voulez, moi je suis philosophe, ça fait des années que j'écris sur toutes ces questions. Il faudrait poser la question d'ensemble, c'est-à-dire quelle France vous voulez, quelle politique vous voulez. C'est pas la question des moyens de la justice, des moyens de la police. Le problème, c'est cela. Et là, les Français ne se sentent pas représentés et reconnus dans leurs aspirations profondes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être dans des petites solutions par-ci, par-là. 10 000 policiers et gendarmes, c'est pas des petites solutions. Elle veut pas de chiffres, elle veut une politique. Vous voulez quoi ? Vous voulez voter ? Les Français ont réélu Emmanuel Macron. Je sais très bien. Eh ben oui, c'est là. Oui, mais il a été réélu. Donc ça vous pose un problème. Donc vous êtes dans un déni de démocratie, madame. Non, madame, monsieur, je ne suis pas dans un... Vous êtes dans un déni du genre. Non, mais c'est atroce. Bon, mais oui, mais écoutez, là, ça suffit quand même. Mais vous n'avez rien proposé, vous êtes philosophe. Moi, j'apprécie les philosophes. Nous sommes dans l'action. Et vous n'avez rien à proposer. Je vais vous redonner la parole, Bérénice. On écoute Blanche et Pablo. Blanche d'abord. Merci. Moi, je voudrais réagir à cette idée de face-à-face dont effectivement on a beaucoup parlé. On en a là, face-à-face de France qui s'oppose. Effectivement, je ne pense pas que Collomb, au moment où il avait prononcé cette phrase, il voulait alimenter et nourrir une espèce de binarité et de polarisation entre deux camps qui s'affrontent.
Je crois que l'idée qui prédomine aujourd'hui, c'est plutôt celle qui avait été théorisée par Fourquet dans son livre de 2019 sur l'archipélisation. Qu'est-ce qu'il dit Fourquet dans son livre sur l'archipélisation de la société française? Qu'en réalité, il y a une multiplication des causes, des engagements et des groupes qui les soutiennent. Et qu'en réalité, nous... On a tout intérêt aussi à ne pas alimenter cette binarité et cette idée d'un face-à-face entre extrême droite et extrême gauche d'un côté ou le camp des progressistes et le camp des conservateurs de l'autre, mais bien à comprendre cette société française dans toute sa diversité et aussi, je suis d'accord avec vous, l'interroger sur qu'est-ce qu'elle veut. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par nos confrères de la Fondation Jean Jaurès qui est dans un élan d'optimiste et d'esprit constructif à demander c'est quoi la France dont vous rêvez demain. Et en réalité, tous les Français sont relativement très attachés au modèle démocratique du pays et ils sont très très peu nombreux à vouloir un modèle ultra-autoritaire avec un homme fort qui défend tout. Je crois que c'est à peine 7% de répondants qui souscrivent à cette idée-là. Donc effectivement, écoutons ce qu'ont les Français à nous dire. Peut-être alors, est-ce qu'il faut réorganiser des conventions citoyennes, ouvrir le débat républicain? En tout cas, il faut... Ça va nous permettre d'aller écouter les Français à travers le sondage. Mais Pablo, d'abord, de façon très courte, Pablo. De façon très courte et pour abonder dans le sens de Blanche et répondre un peu à ce que vous dites, je ne pense pas en fait que la réponse passe hélas par la police ou la justice. Ils font leur maximum, les policiers font leur maximum. Comme vous dites, vous avez augmenté le nombre de policiers sur le terrain. La justice, comme vous l'avez rappelé aussi, n'est pas laxiste. Donc chacun fait son maximum, mais... je vais vous dire, l'interdiction des manifestations après-demain à Paris, etc., de l'ultra-droite, je pense, hélas, que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on lutte contre l'extrême droite. Ça, exactement. C'est à la justice de décider. Exactement. Ce n'est pas le pouvoir politique. Et c'est là, en fait, qu'il faut situer le combat contre ces groupuscules néofascistes, néo-nazis et compagnie. Il faut le situer sur le terrain politique et c'est là qu'il faut les affronter. Et ce que disait Blanche, c'est-à-dire réussir à construire un récit commun pour la France, et ça rejoint aussi ce que disait Bérénice, c'est important. Oui. Alors, parfait, vous avez été court et ça nous permet d'aborder maintenant le sondage. BFM TV est là, les Français, la sécurité et la cohésion nationale après le drame de Crépol. Et ce qui est flagrant et ce qui ressort de ce sondage, c'est que les Français sont inquiets, quelle que soit leur appartenance politique. Bernard Sananès, très inquiet à l'idée qu'il y ait de plus en plus de violences et d'affrontements entre groupes sociaux à l'avenir dans notre pays. 91% à le penser. Lorsqu'ils sont interrogés sur la manière dont ils décriraient les choses et ce climat d'insécurité, les différentes formules employées par les responsables politiques, effectivement, ils sont une majorité, 83%, à reprendre cette phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dont on vient de parler. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Moi, je crains que demain, on vive face à face. Comment ils expliquent cette insécurité, les Français, Bernard Sananès? Pour eux, quelles sont les causes? Alors les causes de l'insécurité telles qu'on les voit dans l'enquête, et ça confirme beaucoup d'enquêtes que nous avons déjà publiées, les causes de la sécurité, pour le coup, elles font consensus. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. On fait dans cette étude le constat, l'autoportrait, j'allais dire, d'une France qui se dit divisée, qui se vit divisée, qui a peur de la confrontation, qui redoute demain même, vous l'avez évoqué Alice, l'affrontement, mais qui sur la question de la sécurité se retrouve pour dire... Par exemple, les causes. Les causes, elles sont au nombre de deux. La première, c'est la défiance vis-à-vis de l'autorité dans la société française, autorité vis-à-vis des policiers, autorité vis-à-vis des élus locaux, autorité vis-à-vis de l'école, premier point. Et deuxième point, ce n'est pas dans ce qu'on appelle la chaîne pénale la police qui est mise en cause par les Français. Il peut y avoir un débat sur ce qu'on appelle les violences policières, mais la police a une bonne image dans l'opinion. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est mis en cause, c'est l'efficacité, l'effectivité des peines en matière de justice et leur durcissement éventuel du code pénal. C'est ça qui explique, selon les personnes que nous avons interrogées, les difficultés en matière de sécurité. Mais encore une fois, dans les chiffres que vous avez donnés, 80-90%, on voit bien, par exemple, sur la question de la justice, je prends cette illustration, même l'électorat de gauche, celui qui a voté Jean-Luc Mélenchon, est aux 3/4 convaincu que la question de l'autorité est majeure dans la société française. Et donc souvent, ça dépasse même le simple débat politique traditionnel. Je reprends ces questions du sondage parce que ce matin, Apolline de Malherbe les a montrées à Éric Zemmour qui a réagi. Et évidemment, les réactions de Zemmour ont fait encore plus réagir. J'aimerais avoir vos commentaires aux uns et aux autres. Quand Éric Zemmour déclare sur RMC ce matin, c'est toujours les Thomas qui tombent et les Chahides qui les tuent. Quand même, le président de Reconquête n'y est pas allé de main morte. Il y a eu quelques commentaires.
hier, d'ailleurs, même Rachida Dati a tweeté, vous avez peut-être vu ce tweet aujourd'hui, heureusement que la France est moins raciste qu'on le dit et que les Français de culture musulmane ou arabe sont plus raisonnables qu'on le croit. Stop à ces appels à la haine. Ma droite, dit Madame Dati, on l'a, le tweet si on peut le montrer, ma droite, dit Madame Dati, ne sera jamais contaminée par cette extrême droite. Fabrice Arfi, qui lui travaille à Mediapart, par rapport à cette phrase que je répète, elle est terrible cette phrase de Zemmour, c'est toujours les Thomas qui tombent et les Chahides qui les tuent. Eh bien Fabrice Arfi de Mediapart a répondu, et c'est souvent les Eric qui sont condamnés pour racisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Bérénice Levé? Moi, bon, il est évident que là, Éric Zemmour fait du Éric Zemmour et est trop hâtif. Mais il n'empêche que je ne crois pas que ce soit une bonne chose de disqualifier des gens comme Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, parce que eux, précisément, ce sont des gens qui respectent les institutions et ça nous évite de retrouver les gens dans la rue, précisément parce que là, ils ont des politiques qui traduisent leurs aspirations. Pardon de vous interrompre, oui et non, parce que autant Marine Le Pen a plutôt condamné les manifestations, mais Éric Zemmour a eu plutôt l'air de les encourager. Non, mais il les a pas vraiment encouragés, parce que d'ailleurs, moi j'ai écouté tout l'entretien avec Apolline de Malherbe, il dit bien quand même que la justice doit prendre en charge ces questions. Il n'approuve pas que ces jeunes se rendent dans la rue et agissent de façon violente. Il ne le condamne pas, mais il ne le prêche pas non plus. Non, donc, la plupart font partie de son service de sécurité, donc forcément, il va pas les condamner. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai oublié votre nom, pardon. Excusez-moi, Monsieur Signor, Loïc Signor. Non, mais porte-parole de Renaissance. J'ai même pas envie de donner du carburant électoral à M. Zemmour, qui arrive même pas à être élu député à Saint-Tropez, qui arrive même pas à dépasser 6% dans les enquêtes d'opinion aux élections européennes, qui a voulu être président de la République et qui a fini derrière Jean-Luc Mélenchon, et largement. Enfin, j'ai pas envie de lui donner du carburant électoral. Simplement, je vais lui rafraîchir la mémoire. On est anciens journalistes tous les deux, avec Éric Zemmour, et on a fait le même choix, s'engager en politique. Et quand on est journaliste, on a un peu de mémoire. Le fils de Latifa Abiziaten, assassiné par un terroriste islamiste, Mohamed Merah. Il s'appelait Eric? Il s'appelait Thomas? Le petit Fayed, 10 ans à Nîmes, il s'appelait Eric? Il s'appelait Thomas? On dirait qu'il y a une compassion à deux vitesses chez Éric Zemmour. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Il a une obsession pour les prénoms musulmans, arabo-musulmans. Il ne voit pas ceux qui sont français avant tout. Alors oui, on peut dire les choses, on peut avoir un langage de vérité, mais on arrête de stigmatiser les gens pour leur nom. Et quand je vous entends, madame, pardon, dire qu'Éric Zemmour est trop hâtif, je pense que c'est le mot raciste que vous vouliez employer. En tout cas, ce qu'il vient de dire ce matin chez Apolline de Malherbe, j'en suis assurée. La justice l'a décrit comme tel. On parlait beaucoup de la justice. Elle n'est pas. Elle l'a condamné en tout cas pour ça. Il a été condamné, vous le connaissez aussi, monsieur Ruquier, j'oubliais. Il n'a pas été condamné pour des propos pas chez vous, pas chez vous. Mais la justice l'a condamné comme tel. Donc il n'est pas hâtif. Il est raciste. Et il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui. Blanche Léridon. Pour compléter ce qu'on est en train de dire et pour reprendre les éléments du sondage qui est vraiment très intéressant et que j'ai pu lire en détail, 74% des Français estiment aujourd'hui que certaines personnalités politiques, par leurs discours et leurs actions, encouragent et attisent les manifestations de violence de l'ultra-droite. Donc je pense qu'effectivement, là, ce que fait Éric Zemmour avec ce type de formule, c'est attiser un discours de haine et participer à cette construction un petit peu factice de deux camps que tout oppose. Et moi, je voudrais remettre un tout petit peu d'optimisme. On dira peut-être que c'est le mot bisounours, c'est à la mode. Alors allez-y. D'un optimisme béat, mais quand même, je trouve que j'ai essayé de trouver dans le sondage... Vous êtes couleur bisounours c'est en ça, plus voilà, aujourd'hui. je l'incarne physiquement ce soir. Il y a quand même 71% des Français interrogés qui sont pas défaitistes et qui considèrent qu'en réalité cette violence elle a rien d'inéluctable et donc il y a quand même cet espoir là. Non mais 71% sont en désaccord avec la phrase selon laquelle la violence est inéluctable et qu'on ne peut rien faire. Donc moi je veux quand même qu'on puisse capitaliser là-dessus. Et dernier élément que j'ai trouvé très intéressant dans le sondage, c'est que il y a chez les 18-24 ans un petit peu plus d'espoir, alors même que c'est cette population là de jeunes qu'on est en train de stigmatiser et d'accuser de décivilisation et d'ensauvagement, et ben ces jeunes-là, c'est les seuls à être majoritaires pour dire qu'aujourd'hui, ce qui rassemble les Français est plus fort que ce qui les divise. Non, tout ne va pas très bien, mais s'il y a une parole que je veux incarner sur ce plateau, c'est plutôt celle-ci.
que la parole opposée. La parole optimiste. Trois phrases aussi, encore Pablo trois phrases. Pio-Vivian. Je valide Mais promis, je totalement commence par vous pour le sujet suivant. Je valide complètement ce que vient de dire Blanche et j'ajouterais que la construction effectivement de ce discours médiatico-politique qui a un rouleau compresseur maintenant depuis 30 ans par l'extrême droite de choc des civilisations, de focalisation sur les identités culturelles qui expliquerait absolument tout. C'est ça qu'il faut combattre en premier lieu, parce que je pense que si pendant 30 ans, on nous explique que la Terre est plate, vous allez voir, sur les plateaux télé, etc., sur les réseaux sociaux, dans 30 ans, vous avez toute une génération qui va croire que la Terre est plate. Lundi, vous avez entendu cet homme du peuple, justement André, qui a eu cette phrase extraordinaire. Il dit « Je crois que nous comprenons ». Et là, le discours que vous tenez, Pablo, justement, prouve que vous ne comprenez rien de ce que cette France... Non, mais moi, j'ai aussi entendu Rachida qui dit Rachida, en l'occurrence Dati, qui dit que Éric Zemmour est raciste et qu'on ne peut pas opposer les Français comme ça. Elle vit pas ce que les vivent. Elle vit comme André. 30 secondes, Mathieu Vallée. Non mais moi-même, je suis issu de l'immigration. Donc constater, c'est pas stigmatiser. Aujourd'hui, dans notre pays, moi j'ai fait les émeutes cet été, il y a un rapport de la préfecture de police de Paris qui disait que la majorité des émeutiers étaient des Français, mais issus de la deuxième et troisième génération d'immigrés. Donc aujourd'hui, il y a un problème d'intégration. Parce que malheureusement, ça a été constaté. Aujourd'hui, vous avez à Paris 48% des individus interpellés qui sont de nationalité étrangère. À Marseille, c'est 55%. À Lyon, c'est 39%. L'idée de dire ça, c'est pas d'être raciste. L'idée de dire ça, c'est que quand on est en France, on respecte l'extrême droite et vous arrivez toujours à parler de la gauche. Les règles, on vous parle des règles et des coutumes. Je termine sur ça. On vous parle de respecter les règles et les coutumes de la République. Et moi, je pense, à partir de 21h et jusqu'à... J'ai pas pu finir, c'est dommage. Et je pense qu'en tant que policier et gendarme, quand des gens comme moi ont fait l'effort d'intégration et on fait l'effort de respecter les lois de la République, je pense que si tout le monde le fait, on est les bienvenus. Mais comme quand on est étranger, qu'on ne respecte pas les lois, effectivement, on doit être expulsé parce que des Français veulent de la justice.